Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Recettes de Prod, les bons conseils. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans un décor particulier puisqu'on a été invité par Sony pour réaliser des interviews exclusives lors du Laval Days. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Anna Doublet. J'ai vraiment hâte. À tout de suite. Notre invité est l'architecte du déploiement de la production virtuelle pour Sony Europe, mais pas que Europe, enfin, tu nous diras tout à l'heure. Avec plus de 17 ans d'expérience dans la maison, Anna Doublet travaille main dans la main avec les ingénieurs au Japon et les plus grands partenaires technologiques pour construire les plateaux de réalité virtuelle, enfin de production virtuelle. D'exception, je suis ravie de l'interviewer aujourd'hui. Anna, bonjour. Bonjour, quand tu racontes ça, ça fait Oui, très on sent que classe. ça pèse, voilà. Mais c'est Ouais. vrai, tu as un parcours impressionnant. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel est ton poste? Qu'est-ce que tu fais chez Sony? En fait, j'ai vraiment une chance d'avoir une relation très privilégiée avec les créateurs et également avec les ingénieurs. Ouais. Donc, je suis, on va dire, une pont entre les personnes qui veulent créer un contenu vidéo, peut-être pas le contenu, il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais on va dire réaliser l'idée créative Oui. et après appliquer ça à la technique et de permettre d'économiser par exemple le budget Ouais. ou avoir une qualité irréprochable Oui. de l'image ou tourner dans les conditions réduites, etc. Donc en fait, on va discuter avec les maisons de production, avec les créateurs, avec les personnes qui ont une idée. Ça peut être aussi les productions corporate, on ne parle pas uniquement du cinéma. Et on va traduire ces questions, ces idées dans les solutions techniques. Oui. Donc, mon rôle, c'est le développement de business OK. et développement de nouvelles technologies pour la production cinématographique, audiovisuelle. Je me concentre aujourd'hui beaucoup sur la production virtuelle parce que de plus en plus, les grandes productions et les petites productions veulent utiliser ce mode de tournage parce que c'est pas non plus on va dire, le nouvel mode de création. Non, Oui. c'est juste un outil qui va vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin et économiser le temps et avoir aussi un très bon impact écologique. Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment hyper enrichissant parce que toi, finalement, tu es au carrefour entre les créateurs d'une technologie qui permet du coup la création de ces studios virtuels et les besoins des producteurs pour justement répondre à leurs enjeux de captation. Finalement, comment tu fais pour communiquer avec tout le monde et que tout se passe bien parce que tu es en même temps à la veille des évolutions technologiques, des mises à jour technologiques sur les enjeux de réalité virtuelle, de production virtuelle, mais aussi des besoins des producteurs qui ont besoin de ces solutions ou qui auraient besoin de ces solutions, mais qu'ils ne savent pas encore. Comment tu fais pour communiquer avec tout le monde Bonne question. Comment je fais? Je fais pas peut-être parfaitement parce que parfois l'Europe elle est grande et l'évolution et les demandes ne sont pas pareilles dans les pays différents. J'essaie d'être sur le terrain le maximum. Quand on arrive sur le plateau de tournage ou quand on a la chance à participer à la réunion de pré-prod, c'est là qu'on pourrait réellement comprendre les besoins, d'écouter les personnes qui ont des idées et les personnes qui ont le budget. Ça, c'est aussi, c'est les deux parties qui sont très importantes parce qu'il faut avoir et être conscient que quand nous sommes sur la production internationale ou quand nous sommes sur la production, par exemple, même le court-métrage des étudiants, c'est autant d'enjeux qu'on va parler de production, par exemple, de séries télé. Dans le sens que les personnes qui créent, pour lui, l'importance de projet est exactement la même. Et être à l'écoute, pour moi, c'est vraiment le clé de développement des technologies et aussi développement de, comme on dit, business. Les tableaux, les recherches, bien évidemment, on les consulte, mais il n'y a rien de plus intéressant, c'est de discuter et d'avoir une chance de participer, on va dire, à l'essence de projet avec quelqu'un qui a une idée fabuleuse, comme un jour, par exemple, Avatar, c'était sa partie d'une idée qui était après, les technologies ont suivi. Par exemple, nos ingénieurs au Japon, ils sont déplacés pour parler avec Cameron par rapport à les moyens de tournage. Et c'est quelque chose qui pourrait
après créer les nouvelles technologies, comme maintenant avec Formule 1, donc le film qui était fait avec Brad Pitt, l'extension de capteur mini qu'on va sortir au mois de janvier, il était testé, approuvé, il était fait pendant ces tournages-là. Donc, en fait, l'engineering, il va main dans la main avec les productions. Oui, avec les productions, les besoins de création. C'est ça. Du coup, finalement, cette journée que vous avez organisée aujourd'hui à Sony pour le Laval Days, elle permet aussi ce carrefour et cette rencontre entre les ingénieurs, les techniciens, on va dire, et les besoins de production. Comment, justement, toi, tu te situes par rapport à Sony? Quels sont vos enjeux par rapport à cette journée et le fait d'accueillir cet événement chez vous? Cette journée, je trouve que c'est, encore une fois, on a la chance de pouvoir collaborer avec l'Association de Laval parce qu'ils sont beaucoup plus larges au niveau de questions d'immersivité. Ils travaillent avec beaucoup de centres de formation, le centre de développement, les startups. Ils ont les échos des personnes qui créent le contenu pour les casques VR. En fait, le panel est très large. Donc, on était vraiment dans le questionnement. Anna Doublé, je travaille chez Sony. Aujourd'hui, je voudrais concentrer plutôt sur le côté captation professionnelle. Comment on parle de marché immersif et comment on peut utiliser et un tout petit peu casser les barrières entre le monde des jeux vidéo, de cinéma, de formation immersive. Comment on va combiner les conférences dans lesquelles, par exemple, nous, on va quand même expliquer un tout petit peu nos technologies, mais aussi être à l'écoute de d'autres sociétés qui produisent quelque chose qui pourrait après inspirer, par exemple, les technologies Sony, ou tout simplement conseiller les personnes avec qui on travaille, nos clients, nos partenaires. Et Laval, c'est une plateforme d'innovation. Et ça permet aussi de garder un œil, qu'est-ce qui se passe un tout petit peu à l'extérieur. Aujourd'hui, le monde, il est ultra connecté. C'est les choses très banales, mais quand on va parler de création pour le jeu vidéo, pour le film, ou par exemple pour une série télé ou pour expérience immersive. Par exemple, moi j'adore les escape games, et quand on a une thématique qui était utilisée dans un film où tu connais très très bien et tu rentres dans l'univers et tu participes, pour moi c'est vraiment l'avenir des parcs d'attractions, c'est l'avenir des films, c'est en fait participation de la création et l'immersivité, c'est... je ne veux pas dire c'est demain, non, parce que c'est déjà aujourd'hui, mais on doit être prêt d'ouvrir nos silons et de pouvoir donc casser ces barrières entre les créations de contenu et aussi au niveau économique. Tu as déjà créé une expérience pour VR. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les assets 3D qui étaient créés pour cette expérience, pour les poser sur le mur LED et intégrer un acteur pour créer le film documentaire, pourquoi pas, ou une film de création, déjà en appuyant sur ça. Ou le jeu vidéo. Pareil, les cross-médias, c'est vraiment côté économique, à mon avis, est très important. C'est une optimisation de tous les matériaux qu'on aura pu générer en amont pour le projet final. Donc finalement, c'est quand même se dire, OK, on va utiliser une super technologie pour avoir cette réalité virtuelle qu'on va fabriquer ensemble, mais comment on l'optimise à travers les matériaux, les designs, les graphiques dont on peut avoir besoin, qui existent peut-être déjà. Absolument. Et finalement, tu es au croisement de plein de métiers complètement différents. Et ce qui est aussi très enrichissant par rapport à ta posture, ça fait un écho avec l'interview de Takeshi Hiramatsu qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'il y a cet enjeu de créer l'illusion, de créer un peu quelque chose de magique, à la fois pour les personnes qui vont vivre l'expérience finalisée, mais finalement aussi pour les concepteurs, les créateurs. C'est ça. Toi, finalement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu la chance de voir un test ou une réalisation qui prend vie et tu t'es dit « Waouh, ok, c'est quand même génial, là on est proche de la magie, on est proche vraiment de cette illusion qu'on peut créer avec nos studios ». Il y avait plusieurs expériences comme ça, en fait, quand on part d'un bout de papier où il y a une idée qui était écrite et 2 ans plus tard, tu te retrouves sur le tournage. Ça y est, quoi. Je pense qu'une expérience qui m'a frappée, c'était quand je suis arrivée sur le plateau de tournage. Je n'étais pas préparée, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y aura exactement en tournage. Donc, on avait une caméra qui était présente. Donc, du coup, je voulais voir. C'était avec Agence spatiale européenne qui a fait le clip pour, à l'époque, quand en France, elle était en Europe, les présidents de l'Europe. Et en fait, ils ont eu l'idée de promouvoir les vols
habités. D'accord. Donc, Agence spatiale européenne, elle voulait faire promotion des vols habités parce qu'aujourd'hui, ils ne participent pas. Il n'y a que les États-Unis et la Russie qui peuvent le faire. Et donc, l'idée, c'était de montrer comment ça pourrait être possible. Ok. Et donc, j'arrivais sur le plateau de tournage avec les productions de murs virtuels. Ouais. Il y avait les cailloux rouges qui étaient posés. Donc, on avait dans l'atmosphère de Mars. Assez immersif, j'imagine, quoi. exactement. Et donc là, il y avait donc notre caméramaniste qui était basé sur le bras robotique. Oui, donc, il y avait une répétition qui était faite. Et là, je rentre et en fait, il y avait, je pense que c'est le directeur de production, un réalisateur qui a une merveilleuse idée, allumer la musique. Ouais. Et là, je regarde le retour d'écran moniteur et j'ai vraiment, entre les vrais décors, parce que pareil, le setup de décor, il était impressionnant. Oui, j'imagine. Et là, tu as l'impression vraiment être dedans. Dedans. On y est. Et là, je me dis, mais j'ai la chance. C'est magique. C'est vraiment magique. Je me suis dit, pour l'acteur qui joue devant, ça n'a rien à voir avec le écran vert, parce qu'il ne voit rien, il ne peut pas s'orienter, etc. Là, il voit les vrais décors, tu vois, en fait, et là, il y avait le moment quand le cosmonaute, donc astronaute, on l'appelle ça comme on veut, il est allongé, la dame, elle était avec son scaphandre, et ils disent, envoyez la Lune. Et en fait, sur le plafond de l'écran LED, tu as la Lune qui commence à passer. Et elle, il le suit de regard. Et du coup, par mon passé, j'étais aussi un tout petit peu, j'ai eu la chance d'un tout petit peu aborder les effets spéciaux. Et quand j'imagine combien de temps il faut refaire en post-prod la surface, le reflet de cette Lune qui passe, et elle qui le suit de le regard, je dis, waouh, ça, c'est des heures de travail. C'est fou. Qui est déjà fait, qui est dans la boîte, comme on appelle ça. Et là, je me suis dit, ça y est, je comprends comment ces technologies peuvent réduire le temps de prise de vue et surtout donner un tout petit peu l'aspiration aussi à l'acteur de jouer dans un environnement hyper immersif. Et puis ça agrandit le champ des possibles parce que là, du coup, on peut vraiment s'imaginer plein d'expériences, plein de vidéos de production. Donc c'est vraiment génial, quoi. C'est quand même très ludique et c'est la partie fun de nos métiers. Là, il n'y a plus de limite vraiment. On est très très proche de cette illusion quasiment parfaite entre ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut faire vivre à travers l'écran grâce à ces technologies-là. Donc finalement, je trouve que c'est hyper enthousiasmant, c'est très passionnant comme métier et tout, mais imaginons une jeune société de production qui se dit, bon bah voilà, nous on a peut-être des enjeux cinématographiques, on ne peut pas forcément les faire complètement en post-prod, où on a envie de tester en production virtuelle. Quelle est la porte d'entrée? Comment ils peuvent anticiper ça? À quelle étape ils ont besoin de rentrer en contact peut-être avec quelqu'un comme toi ou d'autres personnes de ton équipe? Est-ce que tu peux nous rappeler? C'est une excellente question parce que l'écran, technologie de l'écran, c'est hyper important pour reproduire les niveaux de noir, pour avoir les vraies réponses au niveau de fréquence, de reproduire par exemple l'éveil de soleil. Le soleil, désolé de dire ça, mais il doit éblouir. Ça ne peut pas être le soleil avec luminosité réduite. L'écran, c'est une chose, les caméras, c'est une chose, mais une chose qui est extrêmement importante, une donnée qui est importante, c'est l'équipe qui va gérer. Et l'équipe, il doit être formée. C'est pour ça que pour nous, la formation sur le superviseur de production virtuelle où c'est enfin été accepté par CNC comme une profession. C'est vrai. Du coup, aujourd'hui, nous avons les écoles et on est très fiers. En France, nous avons 2 écoles équipées de murs LED Sony. Donc, une à Orly, à Méliès. Donc, ils font tout un cursus de la superviseure de la production virtuelle. Et le deuxième, c'est à Cinéfabrique, à Lyon, pareil, l'école publique. Donc, on est extrêmement fiers de cette initiative CNC qui a quand même permis la création, l'accessibilité de ces nouvelles technologies très haut de gamme aux étudiants. Donc, il y a ce parcours-là. Donc, on peut intégrer l'école si on est vraiment dans le cursus d'apprentissage. Donc, on peut parler de l'école de 2 ans ou le cursus complet de Cinéfabrique, mais il existe aussi les formations professionnelles. Ça veut dire que, par exemple, à l'école Méliès, il y a aussi les parcours professionnels qu'on peut intégrer. La CST il propose aussi les remises à niveau, les présentations comme ça. Et après, si nous avons besoin de regarder une journée, comment ça marche. Nous avons le studio de Pinewood à Londres. Nous avons le centre de formation où nous avons en permanent les murs LED avec les caméras, avec les systèmes de tracking. Donc, vous pouvez contacter pour faire les essais, pour faire une présentation du studio, comment ça marche.
Donc, il y a quand même les possibilités qui sont assez nombreuses. Nous avons plusieurs courts-métrages qui étaient déjà faits avec, par exemple, moi, je peux citer Luminia, c'était en France qui était fait. Il y a Estia qui était projeté, qui était aussi produit en une semaine, en fait 2 jours de production virtuelle et quand même quelques semaines de préparation en avant. Donc, non, c'est tout à fait possible. Découverte de la production virtuelle. Nous, on fait aussi les journées portes ouvertes pour plébisciter cette technologie. Et je pense que les meilleurs moyens, c'est l'apprentissage et avoir les personnes, les directeurs de la photo, les producteurs qui sont formés. Oui, plus au fait de vraiment comment ça se passe. Complètement. Absolument. Tu sais laquelle branche qui a adopté la production virtuelle complètement et qui utilise ça très, très souvent aujourd'hui? C'est la mode. Jeux. Ah, la mode? La mode, fashion. D'accord. Vraiment. Parce que les tournages, ils sont assez courts. Oui. C'est vraiment... On va dire très pré-produit. Pré-production est très important. Il y a un directeur artistique qui est tout le temps sur place et qui suit la production. Et donc, tout ce qui concerne la mode, la fashion, la promotion, c'est vrai que c'est cohérent parce que c'est un outil formidable pour vraiment asseoir une identité visuelle, asseoir un univers, une identité très forte visuellement et graphiquement parlant. Et finalement, donc, on a vu que tu étais vraiment la jonction entre les techniciens, les ingénieurs et les productions et les besoins de réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a un laboratoire, un centre de recherche et développement dans lesquels il y a un peu des bidouilles ou des tests comme ça? Est-ce que ça existe ici? Et est-ce que toi, du coup, tu arrives à être informé de ce qu'ils essayent, ce qu'ils testent et comment on essaye. On a 2 types de recherches. Et il y a les recherches sur les produits qui existent. Donc, on a les labos de recherche au Japon. Mais nous avons aussi une entité qui s'appelle Sony Computer Science. C'est une entité complètement, quand j'étais première fois venue dans leur bureau, j'étais impressionnée. Ils ont fait les compétitions des robots de désherbage. D'accord, ok. Chez Sony. Je ne savais pas que ça existait. C'était impressionnant. Ils m'ont invité à leur ferme dans le 14e arrondissement. Ils disent, viens, on va te montrer, on fait pousser les légumes. Je dis, mais sur quelle planète je suis? Donc, ça fait partie du monde de Sony, mais c'était impressionnant. Génial. Donc, en fait, on a toute une volonté de recherche. Oui. Japon également propose des grants pour les chercheurs. Donc, l'université peut postuler d'avoir des grants sur certaines problématiques chaque année. En fait, on publie les programmes des grants. Mais donc, Sony Computer Science, ce sont des chercheurs qui travaillent sur le projet à durée limitée, mais qui n'a rien à voir avec les produits finaux Sony. En fait, ils sont dans le développement de technologies pour l'humain. Mais je pense qu'Alexis, il va parler mieux. C'est parfait. Moi, je peux juste dire que c'est sublime. Ils ont vraiment très, très ouvert pour partager ces technologies. Et je pense que même sur leur site Internet, vous pourrez voir des programmes de recherche très inspirante. Super, c'est passionnant. Je mettrai le lien du coup en description, en premier commentaire, parce qu'il faut vraiment aller voir tout ça. C'est un univers fabuleux pour l'imaginaire. Enfin, on sent qu'il y a presque plus de limites à tout ce qu'on peut faire. Ma toute dernière question, et après je te libère, promis. Finalement, dans un futur proche, ce serait quoi l'expérience de rêve fantasmeux? Tu te dis non, mais si un jour on arrive à faire ça, là, ce serait génial. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu te dirais, j'aimerais trop vivre ça en vrai? Je pense que c'est une question qui est très large. Je pense que moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on travaille beaucoup plus sur le partage d'expériences sur la production écologique. Ah oui. Je pense que c'est quelque chose que moi, j'aurais rêvé qu'on va prendre des étudiants de différents campus, de philosophie, engineering, recherche littéraire, IA, qu'on réunisse tous ces brillants têtes et qui vont réfléchir à la production cinématographique, documentaire de nouvelles générations. Partager l'expérience avec les productions qui existent, parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, je vais sur le plateau de tournage X, Y, Z, les pratiques ne sont pas pareilles, mais il y a des initiatives formidables. Pour moi, j'aurais adoré qu'on avait un grand livre, Comment on sauve la planète. C'est ça, oui, une production durable, une production éco-responsable. Exactement, production éco-responsable. Mais en fait, les moyens de production, donc c'est peut-être une petite niche,
Mais pour moi, c'est extrêmement important. C'est un vrai enjeu. Ouais. C'est un vrai enjeu. Et aussi, autre point, c'est que en général, cette partage de connaissances et émulation de nouvel esprit, on ne parle pas que du cinéma, on ne parle pas que de création, mais on parle en général les grandes idées. Moi, j'aurais adoré qu'il y aura les symposiums des jeunes étudiants dans les différents pays avec différents profils qui travaillent tous sur la même problématique et qu'on voit la même problématique sous différents angles de vue. Je pense que ça pourrait être vraiment, ça peut aider l'humanité parce que malheureusement, moi je suis déjà, je ne suis pas dans la nouvelle génération, j'ai trop d'expérience, trop de pratique avant et j'ai pas cette vision large que les personnes qui ont de 21 ans, 25 ans qui ont ça parce qu'ils ont les idées beaucoup plus fraîches. Et je pense qu'ils ont moins de patterns du passé. Oui, c'est vrai. C'est parfait pour conclure parce que du coup, je trouve que c'est vraiment un beau message d'avenir. C'est vraiment de penser le demain responsable, durable et du comment on imagine ça, je dirais, sans frontières finalement, dans le monde entier. Merci beaucoup, Anna. Merci Virginie. J'étais ravie de parler et j'adore tes podcasts. Merci. Vraiment très intéressant parce que les thématiques ouvertes, c'est hyper important. Oui, on ne parle pas assez de ces métiers-là. Ça ouvre l'esprit et je te remercie parce que c'est un grand travail. Merci. Et tu le fais ça formidablement bien. Merci. C'est passionnant, comme j'aime à le dire, on a quand même des métiers passionnants, on travaille dans un secteur passionnant, c'est toujours le mot qui revient, mais c'est tellement vrai. Merci encore Anna, je sais que tu as un emploi du temps chargé. Et merci aux cadreurs. Merci Roman. Merci. Et du coup, je vous mettrai tous les liens en fin de description. À très bientôt sur Recettes de Prod. À bientôt, merci. C'est super. Ça va.